En 2022, Sabrina Minguet est la seule candidate en Limousin du Rassemblement national à avoir accédé au deuxième tour du scrutin. Et elle a totalisé 38,5% des voix face au socialiste Stéphane Delautrette, élu député sous la bannière de la NUPES avec près de 10 000 voix d'avance. Il se retrouve face à face cette année encore, mais avec seulement 2 autres candidats au premier tour, alors qu'ils étaient 9 au total dans cette circonscription il y a 2 ans. Stéphane Delautrette se présente au nom du nouveau Front populaire. Et Marie-Ève Taillot a elle été investie par l'Alternative républicaine. Cette conseillère municipale MoDem est en charge de l'université. La majorité présidentielle n'a pas présenté de candidat dans cette circonscription, alors qu'ils étaient 2 à s'affronter la dernière fois. Claudine Roussy se représente au nom de Lutte ouvrière. Elle avait obtenu 1,8% des voix en 2022. Le débat de la deuxième circonscription de la Haute-Vienne à suivre sur France 3 Limousin et sur France Bleu avec moi Jérôme Edan, rédacteur en chef de France Bleu Limousin. Et à nos côtés, Sabrina Minguet, candidate du Rassemblement national, la seule donc à s'être qualifiée pour le deuxième tour en 2022. Vous êtes auxiliaire de vie. Stéphane Delautrette, député sortant PS, élu sous la bannière de la NUPES, candidat sous celle du nouveau Front populaire. Vous êtes conseiller départemental, vous avez été maire de la commune d'Écart durant 15 ans. Enfin, Marie-Ève Taillot, conseillère municipale MoDem à la mairie de Limoges. Vous avez en charge l'université, candidate de l'Alternative républicaine initiée par Guillaume Guérin. 3 thématiques pour ce débat. La première, la santé et les déserts médicaux. Et quelques mots d'abord avec vous, Sabrina Minguet, sur ce thème qui vous tient à cœur. Comment réinvestir les déserts médicaux? Et la Haute-Vienne en connaît pas mal, non seulement et notamment en zone rurale, il y a quelques zones urbaines également. Quels axes prioritaires? Alors nous, ce qu'on voudrait, donc, c'est arrêter la fermeture des lits dans tous les hôpitaux et les maternités. Il faudrait revaloriser les salaires des personnels soignants. Il faudrait aussi créer des urgences gériatriques. On a quand même 36,2% de personnes de plus de 60 ans en Haute-Vienne. Et donc agir contre les déserts médicaux. Donc pour agir contre les déserts médicaux, on supprimera l'impôt donc sur les revenus pour tout le personnel soignant. Ah oui. Qui reviendront travailler, voilà, qui sont en retraite. D'accord. Voilà, excusez-moi. Sinon, c'était un beau cadeau, mais... Oui, tout à fait. Non, excusez-moi, je me suis mal exprimée. Donc, supprimer l'impôt sur les revenus pour les personnels soignants retraités, donc revenant travailler dans les déserts médicaux. Qui reviendrait renforcer les effectifs, finalement, sur les zones en tension. Voilà, exactement. Vous parliez de rouvrir, de recréer des lits dans l'hôpital public. Il n'y a pas que la question de la création des lits. Je prends l'exemple du CHU de Limoges, qui a une centaine de lits, certes, mais de postes non pourvus. Donc ces lits, ils peuvent être là, mais il n'y a pas le personnel en face. Comment on attire du personnel, non seulement en zone de désert médical, mais en effet, dans l'hôpital public, et notamment les plus gros hôpitaux. Celui de Limoges est quand même l'un des plus gros hôpitaux de Nouvelle-Aquitaine. Alors, je pense qu'il faut faire, c'est donc vraiment revaloriser le personnel soignant, parce qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté à cause du Covid, à cause de tout ce qui était vaccin. Ce qu'ils n'ont pas voulu souhaiter être vaccinés, c'est leur droit. C'est une marge vraiment infinitésimale. Oui, c'est pour ça. Oui, non, mais tout à fait. Mais il y en a certains, c'est pour ça qui ont été arrêté le métier en raison de la non-vaccination. Oui, voilà. Mais c'est surtout aussi à cause du salaire et le manque de moyens. Monsieur Delautrette, vous êtes co-signataire d'une proposition de loi pour lutter contre les déserts médicaux. Elle est centrée sur la nécessité, face à l'urgence, d'une régulation de l'installation des médecins. Qu'est-ce que ça veut dire, une régulation de l'installation des médecins ? Oui, peut-être avant de répondre à votre question, peut-être rappeler que ce sujet de la santé, c'est un des premiers sujets qu'évoquent avec nous nos concitoyens lorsqu'on va à leur rencontre. Alors effectivement, ça fait 2 ans que je participe à un groupe de travail transpartisan sur le sujet de la lutte contre les déserts médicaux, piloté par mon collègue Guillaume Garot, député de la Mayenne. C'est important de dire que c'est un travail transpartisan, puisqu'il regroupe des élus qui vont de LR à la France Insoumise, en passant par tous les groupes, et on peut regretter l'absence des députés du Rassemblement national sur cette question qui semble nous dire que c'est une question importante. Alors une des mesures que nous proposons, c'est effectivement la régulation de l'installation, mais pas l'obligation, comme je l'ai trop souvent entendu, pure et simple, d'installation dans tel ou tel secteur. Non. Ce que nous disons et que nous avons défendu au moment de la loi Valletoux, qui est une loi qui s'est votée sur la dernière législature, c'était de dire qu'à un moment,
on ne peut plus accepter des installations sur des zones déjà bien pourvues s'il n'y a pas de départ à la retraite ou de départ de médecins, dans la mesure où d'autres zones n'en ont pas. Donc vous voyez, c'est quand même une régulation qui tient compte des besoins du territoire. Mais on peut aller plus loin. La question des déserts médicaux, c'est tout d'abord travailler sur ce qu'on appelle le temps médical. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médecins nous expliquent quand même qu'ils sont submergés par les démarches administratives, qu'il y a certains actes qu'ils pourraient ne plus pratiquer. Donc quand on dit on a moins de médecins, autant que les médecins présents consacrent leur temps à l'exercice de la médecine. Donc c'est à la collectivité de prendre ça en charge. Il y a beaucoup de maisons de santé pluridisciplinaires ou en tout cas publiques qui justement salarient les médecins désormais pour leur éviter toute cette question de... Alors il y a plusieurs options. Il y a plusieurs options qui sont proposées dans la proposition de loi et qui doivent s'adapter à chaque problématique de territoire. Après c'est un coût aussi pour les collectivités. Cas, ce seront peut-être des collectivités qui s'organiseront. Dans d'autres cas, ce sont les médecins entre eux qui s'organisent, et je voudrais parler des contrats territoire santé, où les médecins et les professionnels d'un même secteur s'organisent ensemble pour faire face à la difficulté. C'est avancer sur ce qu'on appelle les pratiques avancées avec les infirmières, avec les pharmaciens. Il y a des actes qui peuvent être pratiqués par d'autres professionnels que les médecins, ce qui permet à la fin d'avoir un médecin qui fasse vraiment de la médecine. Et il y a un sujet sur la formation, et sur lequel moi je voudrais insister, qui est qu'il faut que la formation se fasse au plus près du besoin des territoires. Et Parcoursup est une catastrophe pour ce qui est du lien territoire et étudiant. C'est la raison pour laquelle, indépendamment du sujet médecine, nous proposons la suppression pure et simple de Parcoursup et d'avoir dans le parcours de l'étudiant en médecine de la pratique sur les territoires en médecine générale pour faciliter l'installation. On vous a vu acquiescer, Madame Taillot, ce que vient de dire Monsieur Delautrette. Alors moi j'avais quand même une question avant de commencer à Madame Minguet. Oui. Je fais référence en fait aux hôpitaux Saint-Léonard ou Saint-Junien où la majorité en fait des personnels donc sont étrangers. Dans la mesure en fait où vous souhaitez en fait le départ des étrangers, comment vous allez remplacer tous ces personnels, ces médecins, Saint-Junien que vous connaissez bien, donc le radiologue, l'ensemble des spécialistes sont étrangers. Comment en fait vous comptez donc dès lors qu'on aura appliqué en fait votre législation, comment vous comptez remplacer ces personnels ? Alors, il y a une bonne partie de ces personnels qui sont d'origine européenne tout de même et dans le cadre de l'Union européenne. Il y a beaucoup pour le cas de Saint-Junien, beaucoup de médecins tunisiens, algériens, marocains. Donc oui, aussi. Voilà, donc c'est la question un petit peu que je souhaitais vous poser, quoi. Je m'en doutais tout à fait. De toute façon, l'immigration revient toujours, de toute façon, tout le temps, sur notre partie. Là, c'est pas l'immigration, c'est par rapport à votre programme. Parce qu'effectivement, on voit qu'aujourd'hui, pour pallier l'absence, parce qu'on a on a essayé de mettre en place, donc supprimer le numerus clausus, pour pouvoir effectivement augmenter les médecins. Donc, on a 10 ans à avoir en fait des médecins, donc 2019-2029. On a également l'effet ciseau en fait des médecins qui partent en retraite. Donc, on a un vrai problème en fait de ressources humaines médicales sur les territoires. Aujourd'hui, en fait, ces médecins étrangers assurent à un salaire qui n'est pas du tout celui des médecins français, donc une offre de soins qualitative. Donc, dans votre programme, vous souhaitez en fait les renvoyer chez eux. Donc, comment vous souhaitez les remplacer quand ils seront partis ? Alors, nous, ce qu'on souhaite, c'est pas renvoyer tous les étrangers. Je pense qu'une grande partie de la population se trompe là-dessus. On parle surtout des personnes délinquantes. Et ça n'a rien à voir avec des médecins qui travaillent. Ça veut dire qu'une personne qui n'est pas en règle, qui est sans papier, mais qui n'est pas délinquante, elle peut rester chez nous ? Il faut avoir le droit de sol. Sachant que, compte tenu de la réglementation, de la réglementation, c'est-à-dire que les médecins étrangers passent en concours à la fin de l'année pour pouvoir en fait exercer en France. Sauf que comme ils ont 70 heures par semaine donc de travail, ils ne réussissent jamais ce concours en règle générale. Et donc, ils sont dans une zone de non-droit. Donc, en fait, il y a beaucoup d'hôpitaux dans la campagne qui emploient en fait des médecins étrangers qui sont sans papier. Donc, comment on fait pour répondre ? Enfin, c'est la question que je vous pose, en fait. Et ça, après, ça sera au national d'y répondre. Là, tout de suite, je ne pourrais pas vous y répondre. National, c'est nous, députés, qui faisons le national. C'est vous qui ferez remonter, effectivement. Et qui faisons la loi. Puis votre avis c'est quand même nous qui le proposons. Vous les connaissez sans doute, ces médecins. Je veux bien répondre à cette question, parce que justement, c'est un sujet, la question des PADU, donc de ces médecins étrangers qui pourraient pratiquer la médecine en France et qui, aujourd'hui, dans l'exercice, est rendu difficile. Et vous parliez de nos propositions de loi, et
je vous remercie de me donner l'opportunité de dire que c'est une proposition que nous faisons, qui est justement de faciliter la reconnaissance professionnelle de ces médecins qui pourraient exercer la profession sur nos territoires et qui aujourd'hui en sont privés faute de dispositifs. C'est quand même déjà du personnel qui travaille à l'heure actuelle. Oui, qui travaille à l'heure actuelle, mais dont l'exercice n'est pas facilité, l'exercice et l'intégration n'est pas permise. Moi, je voudrais quand même dire que la question de l'hôpital, c'est aussi une question de financement. Tant que nous n'aurons pas remis à plat la question du financement de l'hôpital et notamment de la tarification à l'acte, nous n'arriverons pas à remettre à flot nos hôpitaux, à réouvrir les lits en aval qui créent l'engorgement des urgences. Parce que l'engorgement des urgences dont on parle tellement, c'est un double phénomène. C'est lié au fait qu'on ne trouve pas un médecin généraliste, donc faute de voir le médecin, on va aux urgences. Une fois arrivé aux urgences, encombrement des urgences, parce qu'il y a des gens qui restent dans les urgences parce que derrière, il n'y a pas les lits qui permettent de les accueillir. Il faut avoir cette vision globale de la santé. Pour la campagne, donc, nous sommes allés rencontrer des médecins dans les maisons de santé. Ce qui ressort vraiment, c'est vraiment aussi un problème d'optimisation de la coordination. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de flux, il n'y a pas de pré-tri. Donc il y a quand même quelque chose aussi, je pense, au-delà du financement, à repenser dans l'organisation territoriale de la santé, où aujourd'hui, soit effectivement, M. Delotrette parlait des CTS, donc il y a des organisations qui existent, et puis du niveau national, en fait, on impose une nouvelle organisation qui va déséquilibrer, en fait, les équilibres existants. Donc il y a vraiment également un travail d'écoute des soignants, des personnels médicaux sur le territoire. Et comme a dit M. Delotrette, les situations doivent être adaptables. On ne peut pas en fait mettre un cadre national sur des situations qui ne sont pas du tout les mêmes de la Creuse à Saint-Thierry ou à Chalut. Merci, je suis d'accord avec vous, mais pourquoi sur la loi Valletoux, justement, c'est tout le débat que nous avons eu sur la précédente législature sur la loi Valletoux, et nous n'avons pas réussi à faire entendre cette direction-là donnée par une majorité qui est celle que vous représentez. Je suis désolé de vous le dire, Madame Taillot, mais c'est ainsi. Sur ce thème. Comme je vous l'ai dit, encore une fois, je le répète, on nous pose la question, nous sommes une alliance locale. Donc l'idée, c'est que par rapport au brouhaha, à la brutalité qu'on entend et que les médias nous imposent, nous avons décidé donc au niveau local, donc il y avait une alliance locale, donc 2 conseillers municipaux donc, du territoire, de répondre un petit peu à ces problématiques qu'on a évoquées, et ce n'est pas une réponse nationale. Mais le groupe Modem que vous représentez faisait partie de la majorité présidentielle et a travaillé à cautionner cette direction. À la deuxième thématique de ce débat, la sécurité en Haute-Vienne en 2023. Le nombre de cambriolages a augmenté de plus de 8%, les vols avec violence de 25%. Comment est-ce qu'on lutte, Marie-Ève Taillot, contre ces phénomènes-là, notamment en zone rurale, qui est l'essentiel de la 2e circonscription de la Haute-Vienne. Vidéosurveillance comme à Limoges, c'est le cas aussi à Saint-Thierry ou à Saint-Junien. Renfort des gendarmes. Là, on est vraiment sur des axes de sécurité. Quelles sont vos propositions ? Alors moi, je prône dans un premier temps le renforcement des forces de police et des forces de gendarmerie. Déjà avec plus d'effectifs, ça c'est une première chose, mais également en gros leur affecter également d'autres compétences, parce que les retours de terrain qu'on a eus, c'est que typiquement aujourd'hui les gendarmes en milieu rural, ils vont rencontrer d'autres problématiques que celles juste du délit, c'est-à-dire des problèmes d'addiction, des conflits intrafamiliaux, et donc aujourd'hui nos forces de police, aujourd'hui la gendarmerie, on a besoin d'augmenter les effectifs, mais également en fait de leur affecter des psychologues, des assistants sociaux, de telle manière à ce qu'aujourd'hui ils puissent se concentrer vraiment sur leur travail. Et depuis le confinement, en fait, la sociologie a changé, les comportements par rapport aux services publics, par rapport aux forces de l'ordre ont changé. Donc il y a besoin de soutenir ces forces de l'ordre pour pouvoir les amener à travailler beaucoup plus sereinement. Et je regrette également, donc je reviens sur le milieu urbain, mais qui représente pas beaucoup sur la circonscription donc, qui nous intéresse, c'est remettre en place la police de proximité et les éducateurs. C'est ce qui manque aujourd'hui avec tous les problèmes de monoparentalité, tous les problèmes d'autorité. Et donc il faut vraiment réinvestir, en fait, redonner en fait aux forces de police le pouvoir qu'elles pourraient avoir pour pouvoir accompagner les populations et assurer la sécurité des biens et des personnes. Madame Minguet, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Madame Taillot ? Oui, il y a des choses qui sont... Je suis vraiment d'accord. Là, moi, un point, déjà, je voudrais donc féliciter toutes les forces de l'ordre. Parce qu'on sait aussi, du coup, qu'ils ont enregistré une baisse, voilà, qui est quand même de 6,1% de criminalité. Donc, qui est déjà bien. Nous, on leur apportera des outils. Donc, qui sera nécessaire pour qu'ils continuent. Quels outils ? Donc, pour
leur apporter les outils. Il faudra plus de places de prison pour tout ce qui est criminel. Ça veut dire construire des prisons, parce que dans les prisons actuelles, il n'y a plus de place. Oui, exactement. Il faudrait en reconstruire pour pouvoir avoir de la place. Vous avez budgété ça ? Pas encore. Pour le moment, on ne peut pas budgéter sans avoir un audit. Parce qu'on sait très bien que la France est très endettée et elle s'endette de jour en jour. On n'a pas les chiffres exacts de tous les jours. Mais vous pouvez ni chiffrer. Vous avez chiffré. Vous ne pouvez pas chiffrer pour les prisons. Vous avez chiffré. Mais vous ne pouvez rien chiffrer. Si, vous avez chiffré. Sur le. Alors, toujours, si on revient sur le programme du RN, augmenter le budget de la sécurité et de la justice de 1,5 milliard d'euros par an pour créer 7000 postes de policiers et gendarmes, doubler le nombre de magistrats et plus Exactement. 25 000 places de prison d'ici 2028. Comment on finance tout ça ? Donc après un audit, que là, on pourra faire un budget équilibré. Et un audit, c'est parce qu'il va vous amener l'argent. L'argent, on y arrivera à le récupérer dans tout ce qui est fraude fiscale, sociale. On en trouvera ailleurs aussi. En ce qui concerne la sécurité, Monsieur Delautrette, plus de gendarmes. Vous vous êtes battu pour avoir une gendarmerie à Verneuil. Vous ne l'avez pas eu. Et nous ne l'avons pas eu. Et vous ne l'avez pas eu. Et effectivement, et je rejoindrai des propos qui ont été partagés par ces deux dames, à savoir que la sécurité, elle s'organise en proximité. Et quand on a été, comme moi, maire pendant 15 ans en zone gendarmerie, on connaît les relations étroites qu'il y a entre les élus et les gendarmes et la nécessité d'avoir cette proximité. Et effectivement, moi, force est de constater que ces 2 dernières années, il était prévu l'ouverture d'une gendarmerie sur Verneuil-sur-Vienne qui permettait de répondre aux problématiques de notre circonscription et qui aurait permis ce juste équilibre des effectifs au regard de l'évolution de la délinquance. Parce que moi, je pense que le sujet de la délinquance, il ne peut pas s'aborder sans l'humain. Il faut des humains présents et en proximité, et pas seulement que des forces de gendarmerie, des forces de police, dont je conviens qu'il faille les renforcer au plus près des besoins du territoire. Mais il faut effectivement tous ces professionnels qui soient en accompagnement des jeunes sur le sujet de la délinquance, la police de proximité et tous les éducateurs qu'on a perdu au fil du temps à force de serrer les boulons, eh bien on voit les effets aujourd'hui retors de cette politique. Donc il faut absolument le poursuivre. Mais la question de la sécurité, ce n'est pas qu'une question de prévention et de répression. Sur la question de la justice, il nous faut une justice qui puisse aussi faire son travail dans les temps. Alors il est vrai qu'en Haute-Vienne, on a plutôt un temps de traitement des affaires qui est plutôt acceptable, ce qui ne veut pas dire qu'il ne puisse pas être amélioré. Donc moi, je suis aussi de ceux qui disent qu'il faut renforcer les moyens de la justice, et je pense pas forcément qu'aux magistrats, je pense aussi aux greffiers, qui sont vraiment un maillon essentiel dans tout le déroulé de la procédure judiciaire, qui se sont mobilisés il y a 1 an, justement pour faire état de leur situation, du manque de reconnaissance de leur travail, et qui va vers de la valorisation qui n'est pas que pécuniaire, mais de la reconnaissance de leur travail, et je m'y étais associé. Ouais, je voulais quand même, parce que professionnellement, je suis dans le numérique, quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc c'est une loi qui a été votée en juillet 2023 sur la majorité numérique. Donc c'est vraiment de protéger nos enfants. Donc on a parlé de l'hyperviolence qu'il y a chez les jeunes aujourd'hui. On se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup de délits sont commis pour être filmés, pour être montrés sur les réseaux sociaux. Donc l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de porter... Donc cette loi existe déjà, mais elle n'est pas mise en œuvre pour des raisons en fait, de référentiel entre la CNIL et l'ARCOM. C'est vraiment insister, travailler à ce qu'on mette en œuvre cette loi, parce que c'est pour protéger nos enfants, notre jeunesse et plus tard les futurs citoyens. Et du coup, vous allez faire comment pour pas que les enfants puissent aller sur les réseaux sociaux ? Alors normalement, tel que la loi est conçue, l'idée c'est qu'en gros, ils ne peuvent pas s'inscrire sans une carte d'identité et sans l'accord de leurs parents. Du coup, on perd l'anonymat des personnes qui vont sur les réseaux sociaux. Quand on est mineur, on n'a pas à être en anonyme sur un réseau social. Justement, c'est pour ça qu'on a des problèmes de violence, d'hyperviolence, on a des problèmes avec la pédopornographie. Donc l'idée, c'est vraiment de protéger les enfants, parce que les enfants qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux ont des problèmes à l'école de concentration. On voit qu'il y a un effet délétère sur l'ensemble de la société, sur la famille, sur la parentalité. Donc l'idée, c'est de prendre les mesures nécessaires, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à avoir une société qui se délite à cause de ces réseaux sociaux.
Alors je confirme que sur ce sujet-là, effectivement, il y a eu des avancées. On va laisser parler Madame Minguet et Monsieur Delotrette. Excusez-moi, Monsieur Delotrette. Oui. Allez-y. Donc du coup, vous demandez, vous dites aux parents d'interdire les réseaux sociaux. Non, donc en fait, vous prenez le rôle aussi des parents. Pas du tout. C'est-à-dire que quand un mineur, donc de moins de 15 ans, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui se passe, c'est qu'ils sont sur les réseaux sociaux à partir de 8 ans. Ça dépend lesquels. Pour ma part, j'ai une fille de 12 ans et non, elle n'est pas sur les réseaux sociaux. J'ai un garçon de 11 ans, il n'est pas. Mais parce que peut-être que voilà. vous avez, en termes de parentalité, vous avez un métier où vous avez assez de maturité pour mettre en haut là. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est de travailler à sensibiliser les familles, les enfants, à travers une loi qui régule l'effet néfaste que les réseaux sociaux ont sur les familles, sur les enfants et sur la société. Mesdames, on va passer, il nous reste 9 minutes sur ce débat, on va passer au troisième thème, celui des transports. Tout à fait, avec sur les transports, Sabrina Minguet, sur une zone rurale comme la Haute-Vienne, il faut favoriser les déplacements communs, transports comme le train, les petites lignes ferroviaires. Exactement. Ou la route et l'essence, puisque vous proposez justement de baisser la TVA sur les carburants, ce qui peut inciter évidemment à plus consommer de carburant. Quelle priorité ? Alors déjà, il faut déjà savoir qu'il y a quand même en Haute-Vienne plus de 80% de la population qui ont besoin d'essence pour pouvoir aller au travail. Donc en baissant la TVA, ils pourront déjà beaucoup plus se déplacer. Après, donc il ne faut pas voir ça comme une incitation, mais comme une réponse à un besoin déjà existant, à vos yeux. Oui. Après, là, ce qu'il faut aussi, donc, c'est augmenter les lignes de petits trajets. Donc, pour pouvoir inciter les personnes qui, à l'heure actuelle, ont la possibilité peut-être de prendre un train, mais ne le prennent pas, parce qu'on sait que le train a un prix quand même exorbitant. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire dessus. En ce qui concerne les bus, sur Limoges, on sait que c'est 2 € le ticket. C'est un prix abordable. Un petit peu moins. C'est pour ça que je dis à peu 50 près. Environ, ça dépend Voilà, des tarifs. ça dépend l'endroit. 1,60 €. 1,60 €. C'est pour ça que je les ai bien à peu près. C'est ça. Non, je suis Limoges, donc je prends. Voilà, bon, excusez-moi, moi je prends Non, pas mais je prends pas le bus. 1,60 € pris dans le bus. On peut avoir des tarifs moins chers en... Soyons précis. Moi je prends pas le bus, donc voilà, je suis désolée. Voilà. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que le TER a vraiment un prix exorbitant qui est géré en l'occurrence par les régions, partout en France, qui subventionnent énormément le prix du TER ? Les gens qui prennent le TER ne payent qu'une part, je ne vais pas dire infime, un pourcentage réduit du vrai coût. Donc comment inciter les gens à prendre le TER ? On sait que ça coûte aussi beaucoup de rénover des lignes qui ont besoin d'être rénovées. Je parle évidemment de la Limoges-Angoulême sur cette circonscription. Il faut reprendre les travaux d'ailleurs. Oui, mais alors comment ? Est-ce que l'État doit prendre ses responsabilités ? Est-ce que les collectivités doivent mettre de l'argent sur une ligne comme ça qui ne dépend en principe pas d'elles en termes de financement ? Non, je pense que c'est à l'État. Je pense que c'est à l'État de reprendre les travaux d'Angoulême-Limoges et qu'il faut accentuer les efforts, parce qu'on sait qu'il y en a quand même pas mal qui font des efforts pour prendre tout ce qui est train et bus. Donc il faut vraiment continuer dans ce sens-là. Monsieur Delotrette, vous montez à Paris en train ? Oui, alors peut-être avant de parler de la ligne POLT, je crois quand même qu'il y a une certaine méconnaissance de votre part de ce qu'est la différence entre une ligne nationale comme la ligne POLT et les lignes TER qui sont sous compétence régionale. Alors effectivement, les travaux du Limoges-Angoulême... Pour l'organisation des transports, mais l'infrastructure ne dépend pas de la région. Non, mais on est d'accord, sauf que le financement des travaux se fait dans le cadre du contrat de plan État-région. Qui vient d'être validé. Qui vient d'être signé et sur lesquels, justement, sur la ligne Limoges-Angoulême, qui est une ligne qui m'est chère, je l'ai défendue, j'étais de toutes les mobilisations et je ne me souviens pas avoir vu de députés du Rassemblement national sur la ligne présents au moment de la défense de ces lignes. C'est bien de nous dire on veut les défendre, cette ligne-là, mais faut-il être présent quand il s'agit de réellement les défendre ? Sur la question du financement, il y a 35 millions. Non, mais je ne parle pas de vous, je parle de vos collègues, qui étaient déjà députés, qui auraient pu être présents et qu'on attend encore, qu'on n'a jamais vu. Sur cette question du financement, il faut que l'État, dans les CPER, soit plus présent aux côtés des régions pour financer ces infrastructures. Le Limoges-Angoulême, c'est une priorité. Le Limoges-Périgueux, c'est une priorité. Le Limoges-Brive, en passant par Saint-Thierry, c'est une priorité.
Sur la question de la ligne POLT, puisqu'on ne peut pas parler du désenclavement de la Haute-Vienne, même si on sort de la circonscription, sans parler de la POLT quand même. Enfin, l'État n'a pas été au rendez-vous. On nous avait promis, Elisabeth Borne, présente ici, nous promettait la livraison des nouvelles rames oxygène en 2023. On en est arrivé maintenant à avoir reporté cette livraison à horizon 2026-2027. C'est pas possible, et tout ça parce que l'État a confié ce chantier à une entreprise espagnole dont on découvre des défections, qui n'anticipe pas le coup d'après. C'est-à-dire que même ce qui est prévu là à l'horizon 2026-27 ne permet pas de tomber en dessous des 2h50 qui était ce qu'on avait il y a 20 ans sur cette ligne-là. Donc il faut un État plus présent sur cette question des mobilités, notamment du train, mais ce n'est pas le seul sujet sur la mobilité. Sabrina Minguet, vous avez un peu de retard dans ce débat, un peu comme le train qui vient de Paris. On va parler de la route, puisque vous favorisez justement, vous souhaitez favoriser la voiture et baisser le prix de l'énergie. Le gros dossier ici en Vienne, c'est la 147. Qu'est-ce que vous avez les travaux du coup de la 4 voies, donc de Poitiers-Limoges. Alors, c'est-à-dire continuer les travaux. Sur quel projet, sur quel Parce que là, pour le moment, on sait qu'il y a eu des travaux qui doivent commencer, et malheureusement, ils prennent du retard, comme tous travaux. Donc, je pense qu'il faut mettre un peu le pied dedans pour que ça avance plus vite. Mais alors, relancer quoi? Relancer l'idée d'une autoroute privée quelles sont vos idées très concrètes? Non, pas forcément. Ou alors, est-ce que c'est le département, l'État, la région qui doivent financer? Je pense qu'il y a une partie de la région aussi qui peuvent aussi financer cette route. Sachant juste que le département de la Vienne et l'agglomération de Poitiers sont contre ce projet. Ça, c'est vraiment... nous, on allait défendre, en tant que conseillers municipaux de Limoges, le projet à Poitiers. Ça a été quand même, en gros, une fin de non-recevoir. Donc, c'est quand même quelque chose... C'est-à-dire, on ne peut pas se marier avec quelqu'un qui ne veut pas de nous. Donc, il y a vraiment une réflexion plus globale à avoir. Mais je pense qu'il y a toujours des solutions, et la solution, il faut qu'on la trouve tous ensemble, en fait. Oui, tout à fait. C'est comme sur la ligne Limoges-Angoulême. Il faut refaire un tour de table financier, remettre les partenaires, la région, les départements autour de la table. C'est important, parce que je pense qu'on ne peut pas laisser le sujet en l'état. Il reste le financement de Saya jusqu'à Angoulême, et on doit reparler avec M. Rousset, on doit reparler avec l'État. Je pense que c'est super important. Les collectivités sont au rendez-vous autour de table. Mais aussi avec l'État. Aujourd'hui, c'est l'État. Oui, mais... C'est-à-dire que si l'État apporte la contribution à la hauteur de ce qui est attendu des collectivités, elles suivent. Oui, donc l'engagement qu'on peut avoir, nous... Il y a un euro apporté par les collectivités. Sur la ligne du Limoges-Poitiers, c'est exactement la même chose. La région avait même proposé de faire l'avance à l'État des travaux si l'État ne pouvait pas les débourser. Et donc notre engagement, monsieur de Lautrec, c'est justement en tant que si je suis élu, si vous êtes élu, voilà, c'est de nous battre pour qu'effectivement on refasse un tour de table financier, qu'on reparle de ces sujets-là, parce que pendant trop longtemps, on a eu des politiques sur ce sujet-là qui n'ont pas été à la hauteur des engagements des uns et des autres. Et je pense qu'aujourd'hui, maintenant, on a mis le TGV dans toutes les métropoles. Il faut que l'État regarde les territoires, les moyennes villes, les territoires ruraux, et leur propose en fait des échanges intermodaux, l'amélioration en fait des échanges sur le TER, l'amélioration de la ligne. Marie-Ève Taillot, vous avez vécu dans plusieurs régions de France. Comment ils font les autres élus pour convaincre le gouvernement de financer ces... J'ai vécu par exemple à Strasbourg, les Alsaciens ont financé leur TGV, très clairement. Moi j'ai vécu à l'époque où on mettait 4 heures pour faire Strasbourg-Paris. Donc les Alsaciens ont retroussé leurs manches, ils se sont dit de toute façon on va faire comme ça. Et comment on fait pourquoi nous on les retrousse pas? Qu'est-ce qui se passe? Parce que en fait c'est des sommes folles. Enfin, c'est des sommes quand même assez énormes. Et en fait, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on ne vit pas tout seul. C'est-à-dire que l'Alsace, elle sort de Kehl, donc elle a une frontière avec l'Allemagne, et puis après, elle arrive à Paris. Nous, on est entouré quand même de l'ex-Poitou-Charentes, on a des territoires autour de nous. Donc, en fait, assurer une desserte, un désenclavement, il faut quand même qu'on soit autour de la table à plusieurs. C'est peut-être ça qui a été aussi un petit peu
un des freins aujourd'hui de l'aménagement du territoire sur la partie mobilité en Limousin. Merci, ce sera le mot de la fin sur ce débat. Merci à vous, c'est le moment de le clore. Je vous rappelle les candidats de la deuxième circonscription de Haute-Vienne: Stéphane Delautrette pour le Nouveau Front Populaire, Sabrina Minguet pour le Rassemblement National, Marie-Ève Taillot pour Alternative Républicaine, Claudine Roussy pour Lutte Ouvrière. On passe au dernier débat de cette soirée, toujours en partenariat avec France Bleu Limousin et à écouter sur France Bleu Limousin. Ce débat, il concerne la troisième circonscription de la Haute-Vienne. Nous vous la présentons.